Madame, Monsieur, bienvenue à la 25e cérémonie des victoires des médias de l'information professionnelle. Une soirée dédiée à l'excellence de la presse professionnelle et présentée par Louise Petit-Renaud. Bonjour et bienvenue à cette 25e édition des victoires des médias d'information professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième année dans un lieu magnifique à la hauteur de vos talents que j'ai pu découvrir l'année dernière. Pour reparler de cette cérémonie, c'est une remise de prix qui est un lieu unique où se rassemble tout l'écosystème de la presse B2B. C'est les victoires des médias, c'est un repère qui est essentiel pour les éditeurs pour trouver de l'inspiration auprès des autres confrères, de la créativité pour continuer de faire évoluer les entreprises. C'est aussi une démonstration assez remarquable de savoir-faire et de dynamisation de la presse professionnelle à mettre après en avant auprès des lecteurs, des annonceurs. Et c'est un rendez-vous incontournable pour pouvoir élargir son réseau et découvrir des produits ou services qui sont conçus pour la presse. Avant de commencer cette cérémonie, je voulais vous dire qu'il y a quand même eu cette année 140 candidatures qui ont été déposées, ce qui est assez énorme. Et mon premier invité sur scène sera Jean-Christophe Raveau, qui est le président de la FNPS, de la Fondation nationale de la presse d'information spécialisée. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors, vous êtes président de la FNPS, ancien président du CSP Pro et des PDG de PIC Média. J'avais une question pour vous. Les principaux défis à relever aujourd'hui pour maintenir cette fameuse excellence qui nous anime tous dans la presse professionnelle? Alors, plutôt que de parler de défis, j'ai envie plutôt de citer 3 ingrédients qui me semblent essentiels pour conserver cette excellence. Le premier ingrédient, et c'est celui qui est vraiment le socle de notre activité, c'est à la fois la rigueur, l'expertise et l'indépendance des contenus que nous publions. Et je pense que c'est très important à l'heure où, dans le monde des médias, on voit apparaître de nouveaux acteurs. Alors certains sont plus tout à fait nouveaux, youtubeurs, mais même des médias totalement générés par l'IA, qui confondent un peu la frontière entre information et communication, et il est plus que jamais important pour nous de faire valoir la méthode journalistique comme étant le gage de la qualité des contenus, et c'est vraiment, je le redis, le socle de notre activité. Deuxième ingrédient, c'est l'affinité qui nous lie à nos communautés de métiers. C'est vraiment ce lien très fort qui existe entre nos audiences et nos marques médias. C'est évidemment lié au premier ingrédient. Et puis je voulais citer au passage une enquête de la FNPS qui a été réalisée avec TVA, qui nous rappelle que 91% de nos lecteurs ont confiance dans nos contenus. Et ça aussi c'est important, à l'heure où il y a une défiance généralisée à l'égard des médias en général. On le sait dans les récentes études qui ont été menées. Donc cette affinité, elle repose sur notre capacité à avoir de la proximité avec nos lecteurs. Et là, je pense que pour maintenir cette proximité, il est très important de nous emparer des contenus audiovisuels et puis de proposer de nouveaux services, et de nouveaux services notamment, et il ne faut pas hésiter à le faire avec l'IA. Et dans ce domaine, je dois dire que la presse pro, et en particulier la presse juridique, est particulièrement au devant de la scène. Troisième ingrédient, c'est le résultat des deux premiers, c'est-à-dire à la fois de la qualité des contenus et de cette proximité et du lien d'affinité que nous avons avec nos lecteurs. C'est notre capacité à proposer à nos annonceurs des solutions innovantes en matière de communication. Et dans ce domaine, il me semble très important pour nous d'aller d'un côté vers des offres de plus en plus spécialisées, des stratégies de plus en plus élaborées qui reposent sur le cross-média,
Et puis d'un autre côté, on a un autre défi, c'est que notamment en matière de brand content, il est très important que nous réussissions à industrialiser des solutions. Et pour industrialiser ces solutions, on a encore un peu de chemin à faire, et c'est très important parce qu'il en va de la compétitivité, notamment en termes de tarifs, de notre offre, dans un monde où les solutions de communication sont de plus en plus diversifiées et concurrentes. Voilà en gros les trois ingrédients, et je termine en disant que la FNPS sur ces trois ingrédients doit nous apporter deux choses. La première chose, c'est de faire en sorte que la méthode journalistique, cette démarche journalistique si importante, soit la clé et la clé incontournable de l'accès aux aides publiques, et ça c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que pour être sûr de continuer à pouvoir investir et à innover, on a besoin de revenus, et notamment, il faut arrêter de se faire piller nos contenus par les géants de la tech, plateformes, nouveaux acteurs de l'IA. Et dans ce domaine, la FNPS agit tous les jours à la fois pour faire respecter nos droits de propriété intellectuelle et puis de faire en sorte que nos marques médias existent encore demain dans ces robots conversationnels notamment. Le message, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et allons-y. Allons-y. Surtout dans le contexte actuel. Bah, c'est pour ça. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup. Je laisse reprendre la salle. Alors avant de vous révéler les grands gagnants de cette cérémonie, on va accueillir Jacques Fitament, qui est président du jury de cette cérémonie, président du syndicat de la presse professionnelle qui organise l'événement. Merci déjà à vous, Bonsoir équipe. Alors, Jacques, je l'ai dit, vous êtes président du SP Pro, vous êtes éditeur de presse professionnelle avec votre groupe familial, les éditions Fitament. Vous avez l'année dernière, avec votre conseil d'administration, un petit peu remanié cette cérémonie. Je crois qu'encore en 2025, vous nous apportez du changement. Toujours, il faut toujours innover. Déjà le lieu, vous voyez, on aime découvrir des petites pépites comme ça. Pour ma part, je le découvre et on est content de vous le faire découvrir. En plus, avec le soleil parisien, c'est magnifique. Et donc ça, c'en est une. Une autre, c'est une catégorie. On a imaginé une nouvelle catégorie pour nos candidats et c'est l'IA. Parce que ça nous paraît très important, comme je crois à tout le monde, d'intégrer ce que nous considérons comme un outil et de le travailler. Et donc, naturellement, il s'est intégré dans nos catégories. Exactement. Il y a un jury aussi, je crois, qui a été sélectionné sur le volet et qui a très bien accompli sa mission. Il y a un jury qui est largement présent ici. Moi, je vous propose de les applaudir parce qu'ils donnent beaucoup de temps pour cette manifestation. J'en faisais partie moi-même et je trouve que c'est extrêmement exaltant donc on avait 140 candidats quand même, donc on a vu 140 dossiers et c'est un excellent endroit pour voir justement l'excellence de la presse professionnelle, le nombre d'initiatives dans notre métier, c'est assez extraordinaire et c'est plutôt réjouissant. Oui, et rassurant cet engouement. Absolument. Et puis, donc, comme vous l'avez dit, on remercie tous ces candidats de continuer de faire exister cette presse professionnelle, d'avoir des envies d'avenir, de nouvelles choses avec sérieux. Voilà, et on espère en avoir encore plus l'année prochaine. Merci beaucoup, Jacques. On va passer à la première victoire, qui est la victoire de l'édito. Pour vous, c'est quoi un bon édito? Alors, l'édito, dans notre métier, c'est un exercice assez particulier, assez intéressant. L'édito, d'abord, il donne le ton de la revue. Hein. Il peut être léger, il peut être sérieux, il peut être sarcastique. Il donne l'humeur, en tout cas, de celui qui l'écrit. Il est libre. Oui, il est plutôt libre. L'édito doit aussi, ou donne aussi le lien, et le lien avec le lecteur. Il permet aussi de contextualiser la revue, en fait, ou les articles dans la revue. Et puis, pour faire court, c'est le cas de le dire, on aime bien qu'il soit court et bien écrit, et surtout bien écrit. Et là, on a été particulièrement servi. On a trouvé une petite pépite qui a joué avec les mots, justement, écrit par un constitutionnaliste. Oui. Vous allez avant de vous dévoiler cette petite pépite, comme vous dites, Jacques, on va découvrir ensemble les 3 nominés pour cette catégorie de l'édito.
La Gazette du Palais, avec quel mot pour dire ce qui est? La Gazette du Palais explore l'impact des mots sur le débat public et souligne l'importance du langage pour préserver la cohésion sociale. Le Chef, avec Garder la flamme, le Chef encourage ses lecteurs à prolonger l'élan des Jeux Olympiques de 2024 et à entretenir la flamme de la gastronomie, symbole de fierté et d'excellence française. Et le troisième, c'est Zone Bourse avec The Winner Is. Dans son édito, Zone Bourse livre une analyse claire des répercussions économiques et politiques sur l'élection de Donald Trump, alliant rigueur et humour. On découvre ensemble le grand gagnant, la fameuse pépite, qui remporte la victoire de l'édito. Dans la catégorie victoire de l'édito, le lauréat est la Gazette du Palais avec quel mot pour dire ce qui est? Les mots façonnent notre perception du monde, influencent les débats, orientent les décisions. Dans un éditorial percutant, Dominique Rousseau, éminent constitutionnaliste, interroge le pouvoir du langage dans les discours politiques. Il démontre comment un mot, selon son usage, peut apaiser ou attiser les tensions, clarifier un débat ou le rendre plus obscur. En s'appuyant sur des exemples concrets, il met en lumière les écarts de langage entre le droit, les médias, la politique et les réseaux sociaux. J'appelle Laurence Garnery et Dominique Rousseau à mon devant sur scène. Laurence, venez vers l'escalier de Nicolas. Laurence, vous êtes rédactrice en chef de l'Extenso. Dominique Rousseau, vous êtes professeur émérite de l'Université Panthéon-la-Sorbonne et auteur de la Tribune. Félicitations, bravo. Premier prix de la soirée. Laurent, j'ai une petite question. Vous évoquez la divergence des langages entre le droit, la politique, les médias et les réseaux sociaux. Grand sujet. Quel rôle les médias spécialisés peuvent-ils jouer pour clarifier justement ces différentes interprétations? Alors, dans l'écosystème dans lequel on est actuellement, où les mêmes mots peuvent signifier un peu tout et son contraire, les médias spécialisés ont une responsabilité immense. D'abord parce que ceux qui écrivent sont des sachants. Donc leur rôle est de redonner à chaque mot son véritable sens, mais aussi de clarifier, d'expliquer, de faire dialoguer tous les langages différents justement de la politique, des médias, des réseaux sociaux ou du droit, pour éviter les incompréhensions et surtout les manipulations. Donc ils doivent donner aux lecteurs des outils pour discerner les nuances, ce qui est un mot qui n'est plus très à la mode en ce moment. Et pour comprendre que derrière chaque mot se cache une intention, une interprétation, voire un enjeu. Donc plus que jamais, les médias spécialisés doivent s'attacher à bien nommer, à décrypter et à restituer la complexité du réel. Et c'est sur ce contrat de lecture que repose la fameuse confiance de nos lecteurs. Et dans une époque où le bruit domine la réflexion, c'est un éclairage prenant désormais la tournure d'un véritable devoir démocratique. Merci beaucoup Laurence. On peut applaudir Laurence Garnery. Alors restez ici, on va faire une petite photo souvenir de ce grand moment. Jacques, venez avec nous sur la photo. Regardez, mettez-vous ici, dans la lumière. Photo souvenir, on sourit à Vlad. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci. On va passer au deuxième prix avec la victoire du contenu rédactionnel. Et pour remettre ce prix, j'appelle Estelle Basto, qui est membre du jury, directrice des médias et éditrice d'Iglesia de BPI France. Bonjour Estelle. Bonjour à tous, bonjour à tous. Deuxième année. Deuxième année, je suis ravie. Pas grave, et moi aussi je suis ravie de vous revoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que jury comment vous avez vécu cette expérience? En fin de compte, c'est la deuxième année et c'est encore une nouvelle expérience parce que des nouveaux dossiers, tous aussi riches les uns que les autres. Et c'est vrai que cette victoire est assez spécifique pour moi parce que moi, côté rédaction, c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver le bon contexte, le bon contenu. Je sais que c'est extrêmement difficile, donc c'était difficile parce que tous les contenus étaient hyper inspirants et il a fallu faire un choix. Et vous avez réussi? Oui, on n'était pas d'accord. Il y avait une bonne ambiance quand même. On va découvrir les nominés ensemble de la victoire contenu rédactionnelle avec industrie hôtelière. Avec quelle hôtellerie à l'horizon 2040? Industrie hôtelière explore les mutations du secteur entre innovation technologique, transition écologique et nouvelles attentes sociétales pour imaginer l'hôtel de demain.
Le Marin, avec les naufrages de migrants, se succède, retourne sur 10 ans d'un phénomène d'ampleur. Le Marin trace un état des lieux inédit de la crise migratoire en mer, en s'appuyant sur une enquête de terrain et des analyses approfondies. Et enfin, Ombre et Lumière, avec nous autres jeunes aidants. Ombre et Lumière met en avant la réalité méconnue des jeunes aidants, ces lycéens qui jonglent entre scolarité et engagement familial. Estelle, on va découvrir ensemble, enfin vous le savez, qui est ce grand gagnant de la victoire du contenu rédactionnel. Dans la catégorie victoire du contenu rédactionnel, le lauréat est Le Marin, avec le dossier Les naufrages de migrants se succèdent. Pendant 4 mois, la rédaction du Marin et ses correspondants ont mené une enquête de fond, au plus près de la réalité du terrain. À bord d'un navire de sauvetage en Manche, auprès des autorités maritimes, au cœur des dispositifs d'accueil et d'expulsion, les journalistes ont suivi chaque maillon de cette chaîne pour mettre en lumière l'un des enjeux maritimes majeurs de notre époque. Accueillons tout de suite Ève Chalmandrier, journaliste et chef d'édition et fanatiquement rédactrice en chef chez Infomère. Bravo! Félicitations pour ce prix. Ève, j'avais une chance sur deux en vous regardant. venez, bravo, félicitations. On a envie de connaître les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant cette enquête qui a été visiblement longue et j'imagine parfois assez complexe. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier le jury au nom de toute l'équipe du Marin. Vous êtes bien parce que France. Donc au nom de l'équipe du Marin et du groupe Ouest France, merci beaucoup au jury pour ce prix qui nous rend très fiers. Donc pour répondre à votre question, le Marin s'adresse avant tout aux acteurs de l'économie maritime. Donc la question des migrants est un peu périphérique. Donc il a fallu trouver les bons interlocuteurs en s'appuyant sur nos sources habituelles, mais aussi en élargissant. Donc certaines informations, on a réussi à les avoir très facilement. La préfecture maritime ou le CROSS qui coordonne les sauvetages dans la Manche nous ont vraiment ouvert leurs portes, ont joué le jeu. Et ça notamment grâce au travail de terrain et au réseau de notre pigiste des Hauts-de-France. Pour les sauveteurs en mer également, ils ont été très amènes et nous ont ouvert leurs portes. Et également les migrants, avec le travail qui est fait par les associations, c'est assez facile d'avoir accès à eux. Après, il a fallu élargir, trouver des chercheurs sur la migration, il y en a beaucoup. Mais ceux qui ont un prisme maritime, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait aussi le volet justice et police, où là c'est moins notre domaine. Donc il a fallu creuser et trouver des informations. Et enfin, il y avait nos interlocuteurs habituels, les ports, les pêcheurs, les marins de la marine marchande, qui sur cette question-là avaient quand même été plutôt discrets parce qu'il y a une certaine omerta. C'est pas facile pour un port d'expliquer qu'ils investissent des millions d'euros dans des dispositifs pour empêcher les gens de grimper dans les ferries parce que ça atteint leur activité économique. C'est pas facile non plus pour un pêcheur de dire bah oui, moi je veux bien sauver des gens, pas de problème, mais quand c'est toutes les semaines, ça pèse sur ma rentabilité économique. Pareil pour un marin de la marine marchande, expliquer que son armateur lui demande parfois de ne pas être trop regardant pour éviter de perdre des jours de navigation, bon, c'est pas évident. Et c'est ce qui a fait toute la complexité et l'intérêt de ce dossier, c'est que ça mène à la fois des histoires très humaines, individuelles, un migrant qui décide de quitter son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, des sauveteurs qui mettent en œuvre tout leur savoir-faire avec des moyens contraints, des marins qui se retrouvent dans des situations compliquées, donc des situations très individuelles, et en même temps des grands phénomènes économiques et géopolitiques. Une guerre ici, une famine là va créer un mouvement migratoire. Les politiques menées par les autorités européennes vont fermer les frontières. Et pareil pour les grands trafics internationaux de passage de migrants. Et donc, pour toutes ces raisons, merci beaucoup au jury, d'autant plus que ça a été un vrai travail d'équipe. On a mobilisé toutes les compétences de la rédaction, avec la rédaction en chef, les journalistes en poste et les pigistes. Donc merci bien. Merci à vous, vous êtes en tout cas souverains dans cette démarche. On va faire une petite photo. Là, on change. La petite photo. Là, regardez, mettez-vous sur le côté.
Félicitations. Merci Estelle. On va passer à la quatrième victoire, le quatrième prix, avec le design graphique, très important. Enfin, tous les prix sont importants d'ailleurs. Et pour remettre ce prix, j'accueille Frédéric Oliven, qui est directeur général d'audience, partenaire des victoires des médias de 2020. Bonsoir, bonsoir. C'est vrai qu'on dit bonsoir. Le changement d'heure, on est perdu. Il est quand même 19h. C'est vrai, Frédéric. L'apéro, là. Exactement. Avant l'apéro, parlez-nous d'audience, parce que justement, il faut prévoir avant l'apéro. Je suis là surtout pour parler de la presse professionnelle. Nous, on est un partenaire de la presse professionnelle depuis longtemps, avec beaucoup d'entreprises qui sont merveilleuses et qui font confiance à l'audience depuis longtemps. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être le point commun qu'on peut avoir, c'est une dimension d'expertise, de confiance que les entreprises qui nous font confiance, les salariés attendent de nous, et finalement que vos lecteurs attendent de vous. Là-dessus, on a un vrai point commun. Ouais, le design. Le design, c'est fondamental quand on aime la presse, et évidemment pour la presse professionnelle, tout autant que les magazines ou la presse grand public. Pour audience aussi, le design, ça compte, parce que quand on va sur son appli mobile pour se gérer sa santé, c'est mieux si elle est bien, et c'est pénible si elle est pourrie. C'est vrai. Donc on travaille aussi, nous, beaucoup sur le design, on essaye de l'améliorer énormément. Ce qu'on a fait avec l'espace pour les entreprises et ce qu'on va faire bientôt pour les espaces pour les salariés. Ce qu'on fait pour les salariés, c'était déjà bien. Pour les entreprises, on avait pris pas mal de retard. Voilà ce que je peux vous dire, mais je ne veux pas vous barber, c'est votre soirée. Non, vous êtes on est parfait, très fiers et heureux Frédéric. d'être partenaires. Voilà. Bon, merci à vous. On va découvrir ensemble les nominés pour les victoires du design graphique avec Face au risque, avec la nouvelle maquette de la revue. Face au risque modernise sa revue et son design en facilitant la lecture des contenus techniques. La France Mutualiste et vous, avec le jeu de l'épargne. La France Mutualiste propose un numéro spécial pour sensibiliser les enfants de 8 à 10 ans à l'éducation financière à travers un jeu de loi intergénérationnel sur l'épargne. Turias Magazine avec le numéro spécial 35 ans. Turias Magazine célèbre ses 35 ans. Un numéro spécial qui revisite des recettes historiques entre tradition et innovation. Ça vous plaît, ça, je suis sur les traditions, innovations, les recettes. Oui, à titre personnel, c'est mon ventre. Non, mais je ne sais pas. Oui, bien sûr, vous avez raison. Vous avez parlé d'apéro. Je ne peux pas me cacher. Vous avez parlé d'apéro, je me suis permis de faire le lien. On va découvrir le lauréat de cette victoire design graphique. Dans la catégorie victoire du design graphique, le lauréat est Face au risque pour sa nouvelle maquette. En 2024, une refonte graphique a été engagée pour moderniser le magazine tout en restant fidèle à son ADN. L'objectif, offrir une lecture plus fluide et attractive avec une mise en page aérée, de nouvelles infographies et codes visuels. Chaque élément a été pensé pour valoriser un contenu dense et technique. Résultat, une information plus accessible, un essentiel pour les professionnels de la sécurité et de la gestion des risques. On accueille Géraldine Guichard, directrice adjointe de la CNPP et son équipe à la félicitations. Victoire de la ensemble, vous êtes contents, Géraldine. Vous avez bien raison. Vous aurez votre journée de Frédéric pour mes prix. Géraldine, je vais vous donner un petit micro. Est-ce que vous pouvez présenter votre équipe? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, merci au jury et merci surtout à l'équipe, Bernard Jagnot, rédacteur en chef, et Anita Pitlack, notre graphiste de chez Paul Casperis. Donc on est très fiers et très honorés de cette reconnaissance par nos pairs. C'est vrai que ce travail de renouvellement de la maquette nous a bien occupés en 2023, en 2024. Il s'est inscrit dans un changement plus large d'une nouvelle formule pour Face au risque, mais en ce qui concerne la maquette... Oui, je pense que vous avez exactement des changements majeurs qui ont été apportés sur cette fameuse maquette. Voilà, tout à fait. On a notamment, alors je peux en noter 4 peut-être. Allez-y, Géraldine, c'est votre moment. Super. Le sommaire d'abord, pour vraiment inviter le lecteur à entrer dans ce qu'on a lui proposé dans chaque numéro. Un sommaire qu'on a voulu étaler sur 2 pages, très
dynamique, très illustrée, et tout de suite pour lui donner le goût du numéro à venir. Ensuite, la mise en page qu'on a voulu étaler le plus possible sur des doubles pages pour avoir une lecture en parallèle, une lecture fluide, et pour permettre cette double page d'apporter avec aisance des petits éléments graphiques. Je pense par exemple aux encadrés, aux hors-texte, aux illustrations qui permettent d'accrocher le regard et d'entrer ensuite dans l'article. On a beaucoup travaillé sur les illustrations, considérant désormais l'illustration comme un élément qui devait apporter du sens et du contenu. Et puis enfin et surtout, on a revu complètement le dossier en créant pour chaque thématique traitée un univers graphique qui conduit le lecteur tout au long du dossier, tout au long des articles, un univers graphique et visuel très très fort que vous avez aperçu sur l'exemple qui vous a été proposé. Voilà, on a voulu faire du beau et faire du sens en même temps. Et vous l'avez fait avec le cœur, visiblement. Voilà. Ça fonctionne. Bravo à vous. Merci. Merci à plaisir, s'il vous plaît. On va faire la petite photo. Photo. Ah, on se met tous là, donc. Merci, on peut les applaudir. Merci Frédéric. Quatrième victoire avec l'innovation éditoriale. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Sébastien Gantou, Data Protection Officer et expert en protection des données. Bonjour Sébastien. Bonjour Louise. Vous allez bien? Très bien. Bon bah super. Bon, vous c'est la première fois je crois. En tant que C'est jury. ma première fois en tant que jury, donc je remercie l'ESCO Pro et la FEDES de m'avoir donné cette opportunité. Racontez-moi votre expérience. Alors être membre du jury, c'est d'abord, il ne faut pas vous le cacher, quelques centaines de pages de dossiers à compulser et à regarder, même après la présélection. Mais par contre, c'est là que les choses commencent une fois et sont vraiment intéressantes. Au sein du jury, j'ai fait de belles rencontres. Je vois tous. Donc c'était un vrai plaisir d'échanger. On a eu des délibérations qui étaient argumentées, avec des avis tranchés ou alors partagés, avec des interrogations. Et avec le recul, ce qui moi reste dans mon esprit, c'est une réelle admiration pour la qualité et la présentation d'un grand nombre de dossiers qu'on a vus. Donc félicitations à tous les nominés et aussi à tous les candidats. Donc comme quoi ça crée du lien aussi d'être jury. Oui, effectivement. C'est génial cette petite affaire. On découvre ensemble les nominés. Allez, c'est parti. Les nominés de la victoire innovation éditoriale. Entraide avec simulateur Rayon X. Entraide lance un simulateur en ligne permettant aux agriculteurs de comparer le coût réel des machines agricoles et ainsi leur permettre d'optimiser leurs décisions d'achat. Le Marin, avec la création d'une chaîne WhatsApp. Le Marin lance une chaîne WhatsApp pour offrir à ses lecteurs un condensé quotidien des 5 infos clés du secteur maritime. Et pour terminer, Zone Bourse avec Morning Meeting. Chaque matin, Morning Meeting de Zone Bourse offre une analyse qui est stratégique, disponible en ligne pour les professionnels de la finance. On découvre ensemble le grand gagnant de la victoire innovation éditoriale. Dans la catégorie victoire de l'innovation éditoriale, le lauréat est Entraide pour son simulateur Rayon X. Pour mieux anticiper les décisions, c'est la promesse du simulateur Rayon X, un outil au service des agriculteurs. 50 machines passées au crible, des milliers de configurations possibles. Cet outil en ligne permet d'évaluer en temps réel les coûts d'un matériel agricole. Intuitif et ultra complet, le simulateur permet aux exploitants de prendre des décisions stratégiques en toute connaissance de cause. Bravo, j'appelle Pierre Criado, directeur de la rédaction d'Entraide à monter sur scène. Bravo Pierre. Bonjour. Enchanté. C'est génial ce que vous faites. J'adore les tracteurs, j'ai une passion pour les tracteurs, alors de voir ça, ça m'a émoustillée. Non, c'est très vrai. Pierre, vous êtes, j'ai dit, directeur de la rédaction, bravo pour ce prix.
Qu'apporte le simulateur Rayon X aux agriculteurs par rapport aux outils qui existent déjà? Simplement, bonjour à tous. Merci au jury. Je remercie aussi le jury parce que c'est assez précieux pour le management des équipes d'être récompensé par ses pairs, dans le sens où ça donne encore plus de sens et de reconnaissance du travail qui est effectué. Au niveau de la concurrence ou au niveau de ce qui pouvait être proposé sur le marché, c'est simple. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Alors, c'est pas de l'arrogance. Mais en tout cas, le travail qui est proposé par la rédaction aujourd'hui, il mêle de l'enquête terrain et du traitement data. Je pense que vous avez été assez sensible sur le sujet. On traite des data sur plus de 250 000 matériels en France. On fait partie d'un groupe qui dispose de beaucoup d'informations et aujourd'hui, en fin de compte, on a réussi à mettre en application des questionnements ou des besoins lecteurs, des besoins d'agriculteurs en transformant de la data au service de l'information. Donc aujourd'hui, on est capable de comparer des matériels et de juger leur performance économique. Et dans le secteur agricole, vous savez bien que c'est un secteur qui est toujours, entre guillemets, en crise, qui est toujours à la recherche de la maîtrise de ses charges et de pouvoir choisir du matériel en fonction de sa performance économique. C'est aujourd'hui un service qui est unique sur le marché et qui, je l'espère, permettra aux médias de continuer de grandir, que ce soit commercialement ou auprès de ses abonnés. Et de soutenir les agriculteurs quelque part d'une façon, bravo pour ça. C'est le rôle du média, c'est d'accompagner les agriculteurs en leur proposant des services qui leur permettent d'être autonomes dans leur prise de décision et d'avoir la meilleure rentabilité économique. Et je crois, Sébastien, que vous avez été très touché par remettre ce prix et que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire partie du jury. J'ai ressenti votre émotion à ce moment-là, je voulais juste me permettre de le souligner, c'est très agréable. En fait, moi, je suis une tranche de vie. J'ai une partie de ma famille qui est une famille d'agriculteurs et je sais quel est le poids des investissements, notamment quand on se lance au début d'une carrière. Et je sais quel est le poids que peuvent avoir des mauvais investissements au début d'une carrière quand on est agriculteur. Et je pense que cette source d'information en profondeur est très intéressante. Avec Pierre, on a la merci solution. pour eux. Et merci et bravo, surtout. Bravo à tous. Merci. Bravo, merci. On va passer à la 5e victoire. C'est la victoire de la stratégie IA, la petite nouvelle de cette année. Et pour remettre ce prix, j'appelle Olivier Martinez, qui est consultant en product management et intelligence artificielle, fondateur de 255x.ai. Je crois que je l'ai bien dit. Je me suis entraînée. Olivier, racontez-nous. Alors, l'IA, sujet hyper important, intéressant, c'est nouveau, il y a plein de débats. Comment vous avez fait du coup pour choisir le gagnant? Alors déjà, c'était compliqué pour moi parce qu'il a fallu que je parle à des êtres humains alors que je parlais à des algorithmes depuis des années. Donc c'était un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que c'était la première fois qu'on a cette catégorie et c'est vrai que c'est des outils qui sont tout nouveaux. Donc on s'est basé surtout sur l'accessibilité de l'outil. Voilà, c'est ce qui a été notre premier critère, le choix. C'est la première fois que vous êtes jury, vous? En plus, oui. Vous avez apprécié? Forcément, j'ai parlé à des êtres humains. Et alors ça fait quoi? Ça fait bizarre, mais c'est sympa. C'est bizarre, mais c'est sympa. Bon, ça rassure quand même. On va découvrir la nominée ensemble pour la victoire de la stratégie IA avec Euro Intervention. Cori, l'assistant IA des lecteurs d'Euro Intervention. Ils ont lancé Cori, un assistant IA spécialisé sur le secteur de la cardiologie et disponible sur leur site pour répondre en temps réel et enrichir l'expérience des sujets complexes. Ensuite, nous avons Lamiline New, qui offre une solution d'information juridique en ligne et redéfinit l'expérience des professionnels du droit grâce à l'intégration naturelle de l'intelligence artificielle. Et pour terminer, revue fiduciaire avec RF Alter Ego, revue fiduciaire lance RF Alter Ego, une IA dédiée aux professionnels du droit offrant des réponses précises et structurées adaptées à chaque métier. On découvre ensemble le grand gagnant de cette victoire de la stratégie IA. Dans la catégorie Victoire de la stratégie IA, le lauréat est Revue fiduciaire pour son IA juridique RF Alter Ego. Pour répondre aux besoins de précision des professionnels, la revue fiduciaire a conçu RF Alter Ego, une intelligence artificielle juridique ultra spécialisée. Déclinée par métier, elle s'appuie sur une base de
documentaires rigoureusement sélectionnés, issus de la revue fiduciaire et de sources officielles. RF Alter Ego délivre une réponse claire et vérifiée, offrant ainsi un véritable moteur de réponse sur mesure. Et on appelle Olivier, non pas du tout, on appelle pas Olivier Martinez, vous êtes déjà là, Sébastien Pondruel à nous rejoindre. Félicitations, vous êtes directeur de la marque fiduciaire. Bravo Sébastien. Merci beaucoup. Bon, alors racontez-nous, comment on intègre l'IA, quelle est la motivation, qu'est-ce que ça apporte, on veut tout savoir. D'abord, je tiens à vous remercier au nom du président du groupe revue fiduciaire Yves de la Guérin qui a l'initiative du lancement du projet, ainsi que l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur le projet, à remercier évidemment les membres du jury ainsi que les organisateurs du concours. Pour nous, ce prix récompense une stratégie débutée il y a plusieurs années et dont l'IA est le point émergé et visible. Pourquoi? Parce qu'on a spécialisé nos fonds, on est un éditeur juridique, donc un éditeur juridique c'est énormément de données dans lesquelles nos clients doivent évidemment naviguer et c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc on a structuré pendant plusieurs années toutes nos données par métier et l'IA c'est la pointe émergée dans la mesure où elle va répondre plus facilement et plus pratiquement aux questions que le client peut se poser. Parce qu'aujourd'hui le client il veut une question qui soit adaptée à sa personne, à sa structure, au nombre de salariés qu'il a. Il ne veut pas forcément lire toute la documentation juridique quand il a une question. C'est la principale motivation qui nous a évidemment conduit à développer nos IA. Et quand je parle de nos IA, derrière RF Alter Ego, c'est une gamme d'IA, puisqu'on a une IA pour les métiers de la veille, une IA pour les métiers RH, une IA pour les métiers financiers, une IA pour les experts comptables, et on a une nouvelle IA qui est en train de sortir actuellement pour les entrepreneurs. Et c'est fiable. Et c'est fiable. Et ça fait gagner du temps. Et pourquoi c'est fiable? Pourquoi c'est fiable? Simplement parce que, comme on a spécialisé nos IA, en fait, on a limité les contenus. Les contenus qui sont évidemment produits par nos rédacteurs et les sources officielles, mais en limitant les contenus, on limite les aberrations de réponses. Donc on a forcément des réponses plus précises. Très bien, c'est parfait, on vous félicite encore. Vous voulez encore dire quelque chose? C'est comme vous voulez. Hein. C'est votre moment, Sébastien. On applaudit Sébastien, merci beaucoup et bravo. Bravo pour ce prix de la victoire de la stratégie IA. Je vous laisse faire votre petite photo. Allez-y. Avant de passer à la 6e récompense. On n'a pas encore d'IA pour le photographe. Merci, bravo. Ça rassure. Je vais vous récupérer le petit micro. Hop, merci. 6e victoire ce soir avec le prix, la victoire de l'efficience. Pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Baptiste Tréboul, directeur des éditions touristiques européennes, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, je crois que vous avez très factuellement des critères à nous donner pour gagner cette victoire. Absolument. C'est peut-être un des prix les plus simples à attribuer d'une certaine façon parce que c'est les résultats qui comptent. Hein. Donc c'était assez relativement simple, on va dire, de choisir le vainqueur. On a regardé un peu ce qui avait été fait, les résultats qui avaient été obtenus, avec quand même des petites sous-catégories ou des sous-critères, à la fois la qualité du dispositif qui a été proposé par les médias, et ensuite la complémentarité à la fois des outils proposés au service de l'annonceur et des contenus qui étaient proposés. Et puis surtout quand même voilà, les résultats pour l'annonceur et donc ce qui justifie l'ensemble de la prestation. Donc vous êtes en train de nous dire que vous, ça n'a pas du tout été compliqué. Non, c'était long, mais enfin c'est plus factuel et objectif. Exactement. Et il y a moins d'avis personnels, c'est assez objectif globalement. On découvre ensemble les nominés pour cette victoire de l'efficience. Industrie cosmétique avec, et du côté de LinkedIn, industrie cosmétique, met à profit LinkedIn pour enrichir son écosystème éditorial en complément de sa revue et de son site web, alliant rigueur journalistique et innovation. Paysans vignerons avec accent commercial, bouilleurs de profession. Grâce à un partenariat avec les bouilleurs de profession, Paysans vignerons diffuse de l'information technique gratuite aux viticulteurs, consolidant son rôle de média de référence. Et enfin,
WebAgri avec mieux gérer le parasitisme chez les bovins. WebAgri lance une campagne digitale avec Seva pour sensibiliser les éleveurs au parasitisme bovin. On découvre ensemble, Jean-Baptiste, quel est le grand gagnant? Je vous ai donné des éléments mais pas la réponse. Alors. Les grands gagnants de cette victoire. Dans la catégorie Victoire de l'efficience, le lauréat est WebAgri pour Comment mieux gérer le parasitisme chez les bovins. Allez, c'est le pari réussi de WebAgri avec sa campagne sur la gestion du parasitisme bovin en collaboration avec Seva, première entreprise française de santé animale. Une approche multicanale qui a su capter l'attention et structurer une communauté engagée à travers des webinaires rassemblant des experts, des outils d'aide à la décision, des articles co-brandés ou encore une omniprésence sur les salons. Le résultat, plus de 900 livres qualifiés et 32 000 visites. Félicitations et j'appelle Benjamin Lezobre, directeur de la factory à nous rejoindre sur salon. Félicitations Benjamin. Merci beaucoup. Vous avez l'air heureux. Oui, plutôt une belle récompense. L'agriculture est à l'honneur ce soir, donc effectivement, c'est une belle, juste récompense pour les équipes. Ouais. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette campagne? Alors, en fait, dans les enseignements, il y en a 4. La première, déjà, en fait, c'est de partir, je dirais, de la problématique, en fait, au sens large. C'est-à-dire que ce qui nous a guidés, en fait, dans le dispositif, c'était de travailler vraiment en ayant toujours le funnel de conversion, en fait, en tête. Donc, ça, c'était le premier point. Et du coup, en fait, dans la compréhension de cette problématique, eh bien, en fait, ça va impacter 3 choses, en fait. Le parasitisme. Le premier sujet, finalement, ça va impacter déjà la vache. En fait, c'est-à-dire que le parasitisme, en fait, c'est l'équivalent, je dirais, des parasites à la mise à l'herbe. Et donc, là-dessus, eh bien, ça va impacter, je dirais, la production laitière. Donc, il y a à la fois un enjeu de santé animale, et puis également un enjeu du coup financier pour l'éleveur. Et puis ensuite, il y a un troisième impact, c'est lié à l'environnement, puisque effectivement, le parasitisme, eh bien, du coup, va jouer sur les résistances, un petit peu comme les antibiotiques. Et donc, du coup, là, il faut pouvoir gérer, je dirais, ce triptyque. Ensuite, le deuxième enseignement, eh bien, en fait, il repose avant tout sur la data. Alors la data, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de rentrer dans le dispositif, c'est pas de passer, je dirais, sur des « je pense que », non, c'est d'être vraiment factuel et uniquement sur des données chiffrées. Et donc pour ça, en fait, on a regardé dans nos audiences de la manière, en fait, où les éleveurs consommaient l'information autour du sujet, ce qui nous a amené à travailler sur une stratégie de contexte qu'on a vu tout à l'heure, avec du commandé, également, et puis ensuite on a fait de la vidéo, on a travaillé le relais d'influence, et puis on s'est dit ok, ça c'est cool, on a créé, je dirais, 32 000 visites sur le sujet, et ensuite on s'est dit comment est-ce qu'on peut, je dirais, aller chercher la caution scientifique, parce qu'on avait vu effectivement dans les audiences, il y avait quelques, je dirais, vétos qui nous suivaient, puisqu'au départ c'était l'audience cible et sont les éleveurs. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on a travaillé sur un livre blanc cautionné avec, encore une fois, la marque média WebAgri, et puis également l'école vétérinaire et le syndicat des vétos. Et puis, on s'est dit, ok, maintenant ça c'est cool, on a travaillé en tonnoir de conversion, maintenant on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire descendre finalement notre audience, et donc de faire passer l'éleveur d'un statut, je dirais, de spectateur à acteur de la démarche. Et donc, du coup, le troisième enseignement, finalement, eh bien, ça a été l'innovation. C'est, je dirais, de tester en fait des choses. Et donc, ce qu'on a fait, eh bien, c'est qu'on a travaillé d'abord sur la mise en place d'un petit quiz, un test de personnalité, donc 5-6 questions de qualification qui nous permet finalement, eh bien, de remonter la data connaissance marché éleveur, également faire du profilage. Donc, on a pu identifier quels étaient les éleveurs appétents sur tel sujet, plutôt la santé, l'économique ou l'environnement. Et puis, en fait, à travers ce petit quiz, on a récolté quelques centaines de contacts. Et en fait, on a vu que les vétos étaient quand même très très sensibles au sujet. Donc on s'est dit finalement, ok, on a travaillé l'éleveur, on sort dans les insights finalement que le veto est aussi intéressé, et donc on s'est dit, en fait, on doit réconcilier le couple éleveur-veto, et donc c'est pour ça qu'on a créé une web application. En fait, je fais le tri pour valoriser, je dirais, les bonnes pratiques et remettre au centre du débat et des échanges le sujet. Voilà. Bravo. Donc ça, c'est le troisième enseignement, et le quatrième, je dirais le dernier, non mais allez-y, c'est votre
Sur je dirais, le quatrième enseignement, en fait, c'est le travail du collectif, c'est la co-construction, je dirais, avec à la fois le client et les équipes. Donc voilà, je tiens à remercier tout d'abord le client CEMA, laboratoire français de santé animale, basé à Bordeaux, voilà, il faut le dire. Également les équipes Factory, qui travaillent dans l'ombre. C'est eux qui ont fait le job, donc je tiens à remercier cette équipe. Et puis également l'équipe de direction d'NGPA, Hervé, Gérard, Jérôme. Voilà, merci pour votre confiance, la Factory a maintenant 5 ans. Et puis je tiens également à remercier les membres du jury, également pour cette distinction qui met à l'honneur, je dirais encore une fois ce soir, l'agriculture et les gens qui y travaillent. Voilà, merci à tous. Bravo, merci Benjamin. Encore une petite photo. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la 7e victoire, celle de la créativité. Avant ça, je voulais vous rappeler que cette cérémonie est soutenue par 7 partenaires commerciaux et institutionnels qui apportent des services qui sont indispensables aux éditeurs. Et donc pour cela, nous accueillons Sandra Chastanet, qui est directrice ayant droit et affaires internationales du CRC. Le CRC est l'organisme gérant collectivement des droits d'auteur de la presse très important et du livre pour les rediffusions de leur contenu par les entreprises et secteurs pédagogiques depuis 1983. Très important. Sandra, moi je viens de présenter ça en 2 lignes. Racontez-nous mieux l'histoire. D'accord, bonsoir. Alors effectivement, le CFC est le partenaire des éditeurs de presse et de livres pour la gestion des droits de propriété intellectuelle. Pour résumer, il s'agit de contrôler, d'autoriser, de valoriser tous les usages de la presse, notamment, dans le secteur pédagogique, comme vous l'avez dit, dans le secteur professionnel. Alors évidemment, la presse a un rôle central, et notamment la presse professionnelle, puisque ce sont des contenus uniques sur des secteurs particuliers, des contenus validés, de qualité. On sait que c'est ces contenus qui sont intéressants pour tout le monde professionnel, qui sont intéressants de manière assez large. Et donc tous les acteurs, que ce soit des spécialistes de la veille, toutes les entreprises d'administration qui veulent, au-delà des abonnements, au-delà de leur contenu rediffusé, ont des autorisations et effectivement rémunèrent. Et le CFC est là donc, pour accompagner alors, notamment la mutation des usages, puisqu'on l'a vu, les usages évoluent avec l'IA notamment, on vient d'en parler, et ces contenus encore sont très importants pour avoir justement des dispositifs de bonne qualité. Donc voilà, on est là aux côtés des éditeurs pour accompagner, pour valoriser, pour encadrer tout ça. Et pour protéger. Et pour protéger, évidemment. Et juste un mot, c'est pour la presse, c'est 30 millions d'euros distribués l'année dernière. Bravo, j'applaudis. Merci Sandra. On va découvrir ensemble les nominés pour la victoire de la créativité. Avec Acteurs Publics, la création de l'Institut Acteurs Publics, ils ont créé cet institut en octobre dernier pour accompagner et former les décideurs publics et privés, pour s'engager pour le secteur public dans les causes d'intérêt généraux. Business Immo Global, avec la création et organisation de Big Up. Business Immo révolutionne les événements immobiliers en combinant conférences et débats dynamiques. Et enfin, Paysans Vignerons avec les vidéos cocktails. C'est une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux mettant en valeur les savoir-faire locaux. On découvre quel est le grand gagnant pour la victoire de la créativité. Dans la catégorie Victoire de la créativité, le lauréat est Acteur Public pour la création de son institut Acteur Public. Acteur Public a créé l'Institut Acteur Public IAP en octobre dernier pour accompagner et former les décideurs publics et privés qui s'engagent pour le service public et les causes d'intérêt général. S'appuyant sur une approche pluriprofessionnelle et des pratiques internationales, il bénéficie de l'expertise d'acteurs publics qui analysent l'action publique depuis plus de 30 ans. En parallèle, l'IAP a développé le cycle des hautes études des métropoles, un parcours de formation en immersion réunissant acteurs publics et privés. On va applaudir Serge Morisseau, secrétaire général du groupe, et Bruno Botta, directeur de la rédaction. Bravo, messieurs. Serge, j'ai une petite question pour vous. Bonsoir déjà.
Quel rôle joue l'Institut Acteurs Publics dans l'accompagnement des décideurs publics et privés? Merci pour cette question. Alors avant, je voudrais remercier le jury parce qu'on est spécialement touché par ce prix. Depuis 20 ans, acteurs publics, je crois, on a toujours essayé de se renouveler, d'innover. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. Alors, le fait d'être reconnu par nos pairs dans ce domaine-là nous touche particulièrement, et surtout quand je vois la qualité des dossiers des autres nominés, que j'en profite pour saluer. Alors, avant d'essayer de répondre un peu à côté de votre question, d'ailleurs, je vais revenir un cran plus haut. On a décidé en 2021 de devenir entreprise à mission, et on a exprimé notre raison d'être, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, de la façon suivante: informer, accompagner, former les décideurs publics et privés qui s'engagent pour le service public et les causes d'intérêt général. Vous voyez, c'est vaste. Alors, informer pour un titre de presse, c'est pas très original, c'est quelque chose qu'on fait grâce à Bruno et son équipe de rédaction et qu'on fait tous les jours depuis 20 ans. Accompagner, depuis aussi 20 ans, on essaye d'accompagner nos clients publics et privés pour valoriser leurs initiatives auprès de nos lecteurs, ce que fait Catherine Pennec qui est présente dans la salle. Donc tout ça, finalement, ça faisait partie de notre métier de base. Et puis former, on s'est dit former. Alors, former, ça paraît à la fois ambitieux, on va presque dire prétentieux. Alors pourquoi former? Former parce que finalement, la première chose, on a fait le constat que depuis 20 ans, notre métier, c'est de commenter, d'explorer, d'analyser le fonctionnement des politiques publiques et toutes les actions qui sont mises en œuvre dans les trois fonctions publiques, l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Alors, on s'est dit qu'on est quand même des très bons observateurs, à la fois des problématiques qui se posent, à la fois des solutions qui sont mises en œuvre, des succès, des échecs, et on connaît très bien tous ceux qui sont compétents, pertinents sur chacun des sujets. Alors on s'est dit, est-ce qu'on peut se reposer sur ce socle pour créer l'Institut Acteurs Publics qui est une école, tout simplement, qui est un organisme de formation, et on a pris le pari de le faire. Alors, il ne s'agit pas, c'est pas parce qu'on connaît le contenu, c'est pas parce qu'on connaît le sujet qu'on s'est formé. Alors comment on s'y est pris? On s'y est pris d'abord en s'entourait de compétences, tout simplement. On a fait appel à des spécialistes de l'enseignement, des professeurs d'une part, et des spécialistes du fonctionnement des organismes de formation pour construire la structure de l'Institut Acteurs Publics. Puis la deuxième chose, on a eu une stratégie de croissance externe. On s'est dit, on ne va pas tout de suite inventer de nouveaux programmes, on va commencer par fédérer autour de nous des programmes qui existent, et on a racheté une formation dans le management public spécialisé dans les métropoles, qui s'appelait l'IHEDN et qui est devenue maintenant la première formation de l'Institut Acteurs Publics sous le nom du CHEM, qui est en cours. D'ailleurs, en ce moment, il y a une session de formation à Toulon, et Pierre-Marie Vidal n'est pas là ce soir à cause de ça. Et puis, on a pris une formation dans un autre organisme de formation, donc on a commencé à fédérer des briques. Et puis, à partir de là, notre pari maintenant, c'est de décliner et de créer de nouvelles formations sur le même modèle, sur des thématiques qu'on juge pertinentes et qui vont être la commande publique, la transformation, etc. etc. Donc c'est le début de l'aventure, la machine est lancée. Et c'est la bonne recette. On va voir. Visiblement. On reviendra l'année prochaine. Et bien on vous le souhaite. Et c'est un bel encouragement, exactement. Et merci pour votre message. Merci de nous donner vos secrets aussi. On note, Serge. Et à l'année prochaine. On peut les applaudir. Enfin, un petit chanson, merci. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci. Attention, restez. Pour la dernière catégorie, avant le Grand Prix, la victoire de l'engagement sociétal, j'appelle Corinne Dacosta, qui est directrice de CD Écoute et du conseil à Lyon, au Point-sur-Seine. Bonjour Corinne. Racontez-nous alors cette histoire de jury. Est-ce que ça a été complexe de choisir le gagnant de cette catégorie? Oui, c'était complexe. Racontez-nous. Les contenus étaient très différents. On s'est un peu battus, on a chacun argumenté dans son coin. C'était pas du tout collectif alors? C'était. Non, c'était un beau prix à remettre. Et ça donnait lieu à des débats. Oui. J'étais contente de faire partie de ce débat. Et ben c'est super, on va découvrir ensemble les nominés de la victoire de l'engagement sociétal. Les nominés.
avec espace public et paysage, avec accompagner l'engagement sociétal. Espace public et paysage explore les initiatives de renaturation et de transformation urbaine pour aménager des espaces publics plus durables. Hospimédia avec l'installation des ruches. Chez Hospimédia, ils installent des ruches pour soutenir la biodiversité et sensibiliser ses employés à l'environnement. Paysans vignerons avec la numérisation des archives à travers un partenariat avec la ferme de Malmé. Ça numérise, Paysans vignerons numérise ses archives via un partenariat avec cette ferme, alliant préservation du patrimoine et responsabilité sociétale. Bon, visiblement ça a été compliqué, donc le choix est très fort. Ouais. Ça a été un coup de cœur. Ouais. Et bon, on le découvre tout de suite, ce coup de cœur. Dans la catégorie Victoire de l'engagement sociétal, le lauréat est Espace public et paysage avec Accompagner l'engagement sociétal et les familles de l'espace urbain. Comment faire de la vie de l'espace plus vivable? Les journalistes d'espace public et paysage ont suivi les acteurs qui réinventent l'aménagement urbain. Création de terrains multisports, développement de nouvelles mobilités, réintroduction du végétal au cœur des villes. La rédaction analyse et décrypte cet engagement qui offre des clés pour repenser les espaces publics au service du bien commun. Et on appelle Caroline Roy, Robin, Ripol et Germain Granger. Caroline Roy, secrétaire générale de la rédaction d'édition Lyonnais. Vous êtes venue avec ces charmants et compétents journalistes. Vous allez peut-être nous présenter votre équipe, Caroline, comme vous voulez. Dans un premier temps, attendez, je vais prendre un petit micro, ce sera plus simple. Merci. Un grand merci de la part de toute l'équipe, et notamment Germain Granger et Robin Ripol qui sont avec moi ce soir. Mais sans l'équipe derrière nous, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui avec 10 magazines au sein des éditions Lyonnais. Quel rôle justement la presse professionnelle peut jouer dans la sensibilisation des acteurs locaux à l'importance justement de cet engagement RSE des villes? Alors pour répondre à la question, je suis repartie de la base, la raison d'être de notre entreprise, des éditions Lyonnais, et je pense qu'elle est transposable à l'ensemble de la presse professionnelle, à savoir informer, accompagner et inspirer les professionnels en partageant des solutions pratiques et innovantes. En ce qui nous concerne, notre objectif est d'accompagner les professionnels dans la conception, la réalisation et l'entretien des espaces publics, des espaces sportifs, des jardins privés, des jardins publics, en lien avec les enjeux actuels. Il va y avoir la biodiversité, la désimperméabilisation des sols, la réduction des îlots de chaleur, la protection des ressources. Et pour ça, on a des journalistes qualifiés, ingénieurs de formation, qui nous permettent de faire des interviews et d'aborder des thèmes importants pour les collectivités et pour l'ensemble des acteurs participant à ces aménagements. On est donc investi aux côtés des professionnels pour conduire cette impulsion RSE, faire le lien entre les élus, les agents, les entreprises, les industriels, qui doivent s'adapter aux enjeux environnementaux et climatiques. Aujourd'hui, je vais reprendre le sondage BBA de 2021, mais pour 84% des actifs, c'est la première source d'information, la presse professionnelle. Donc je pense qu'on a un véritable impact en délivrant des messages sur cette responsabilité sociale et environnementale. Exactement, et ça a du sens, alors bravo, félicitations. Merci. Bravo pour cette belle victoire de l'engagement sociétal. Merci Corinne. On va donner la petite photo. Merci beaucoup. Bon alors ça y est, on connaît tous les lauréats des différentes catégories qui ont été en compétition cette année. Mais le jury a voulu aussi décerner le fameux Grand Prix des victoires des médias 2025. Pour nous l'expliquer et le remettre, j'invite Jean Rouanet, membre du jury et dirigeant de JR Conseil Média Pro, et Jacques Foutamant.
scène. Bienvenue, messieurs. Jean. Louise. Bon, ce Grand Prix, racontez-nous, est-ce que ça a été évident? Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Je vais tout vous raconter. On vous écoute. Avant, je pense qu'on a très très bien bossé parce que je ne sais pas vous, mais je trouve que le palmarès c'est vraiment bien, très bien, bravo. Et j'espère surtout que le palmarès démontre que l'innovation, la créativité, l'exigence éditoriale, ça paie toujours. Et j'espère aussi que ce palmarès démontre que cette capacité à faire, à oser, à inventer des nouveaux formats, qu'ils soient print, online, événementiels, ce n'est pas l'apanage des gros, des Big Five, du secteur du média pro. C'est avant tout un tempérament aussi. La taille de l'effectif ou de la capacité d'investissement, ça ne fait pas tout. Il faut un gros moral et un gros caractère. Et à travers ce prix-là, ces prix-là, et notamment le Grand Prix, on a une très belle illustration. Et rien que pour ça, j'en suis ravi parce que c'est toujours bluffant de voir ce que font les gros, ça inspire, mais ça peut décourager aussi. Et quand c'est fait par un moins gros, voire un tout petit, ça inspire et ça encourage, parce qu'on n'a plus aucune raison de ne pas faire. Donc le Grand Prix, c'est ça. C'est une petite structure pour une très grande victoire, et pour un très beau prix. Et c'est aussi une valorisation de l'humain qui est derrière... Le tempérament, je ne sais pas, Olivier, s'il y a du tempérament, mais en tout cas, les hommes ou les femmes qui sont là ce soir ont du tempérament. Et tout a du sens. Il y a du sens, et puis surtout, mesdames et messieurs les éditeurs et les éditrices, et puis les responsables d'équipe, on va vous faciliter la vie les prochaines réunions, parce que le jour où vous allez lancer un nouveau projet et que les équipes vous diront « Oh non, on n'est pas assez, on n'a pas le temps », là, vous leur direz « Rappelle-moi qui est le Grand Prix 2025 », et on en reparle. Exactement, c'était très bien dit, Jean. Du coup, on va tout de suite découvrir qui est le gagnant du Grand Prix 2025 des Victoires des médias 2025. Le Grand Prix des Victoires des médias 2025 est décerné à Editocom. Être éditeur de presse professionnel aujourd'hui, c'est remplir la mission éditoriale, engagement des lecteurs, attente des annonceurs, révolution numérique. Revue papier, site web dynamique et une présence digitale stratégique avec plus de 18 000 abonnés sur LinkedIn et des posts dépassant les 10 000 vues. Industrie cosmétique ouvre de nouvelles perspectives de monétisation, valorisant son audience auprès des annonceurs. En 2024, Editocom a renforcé ses stratégies en intégrant à la revue une rubrique inédite du côté de LinkedIn, mettant en avant les contenus les plus marquants de l'industrie. Une nouvelle manière de connecter le papier et le digital en capturant les tendances du marché en temps réel. En conciliant rigueur éditoriale et agilité numérique, Editocom prouve que la presse professionnelle sait se réinventer, engager son audience et valoriser son expertise. Et je vous demande s'il vous plaît d'applaudir très fort Nicolas Gosse, directeur de la rédaction, Valentine Muller, office manager du Programme. On les applaudit, vainqueur du Grand Prix des Victoires des médias 2025. Bravo. C'est magnifique, on sent beaucoup d'émotions. Bravo. Première question, c'est pour vous Nicolas. Comment vous avez réussi à créer une synergie, on va dire, efficace entre vos supports traditionnels et le fameux digital avec les réseaux sociaux, tout en restant fidèle à vos valeurs, impactant et aligné? Eh bien, merci d'abord, merci à tous. Pour répondre à la question directement, je pense tout simplement qu'il faut oser, il ne faut pas hésiter, il faut y aller pas à pas. Ce que rappelait Jean, c'est pas parce qu'on a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, c'est pas le cas pour Editocom, on est une toute petite structure. On ose quand même, on y va, on lance des nouveaux projets, on essaye, ça marche, on poursuit, ça marche pas, on abandonne, on fait autre chose. Et c'est notre quotidien, c'est comme ça qu'on a appris à avancer. Et voilà, justement, faut pas hésiter à oser, il ne faut pas avoir peur d'être déséquilibré, parce que si on est bien stable, on n'avance pas. Et c'est le déséquilibre qui nous permet d'avancer. Donc, allons-y, osons. Et je pense, Nicolas, ce qu'il faut retenir de cette 25e cérémonie,
c'est que les victoires des médias d'information professionnelle est là pour soutenir le fait d'oser, justement, et de dire continuons d'avancer ensemble. Il y a une certaine solidarité qui se crée, et je trouve ça vraiment très touchant et admirable. Bravo pour ce prix. Est-ce qu'on peut connaître l'avenir d'Editocom, les projets, quelques infos? On va continuer, on va innover, on va avancer, on va oser de faire de nouvelles choses. Évidemment, le côté hybride sera au rendez-vous parce qu'on ne peut plus se contenter uniquement d'une revue papier. Ça, on en est tous là, mais la revue papier est quand même importante. C'est ce qui passe quand même bien, les firewalls dans toutes les entreprises. C'est ce qui nous permet d'apporter des choses sur des salons, il ne faut pas l'oublier, et d'être à la rencontre de sa communauté, d'être toujours là. Et puis Editocom va aussi s'internationaliser, notamment avec un centre cosmétique qui est 100% anglais depuis le 1er janvier. Merci à tous. Et vous pouvez trouver des petits conseils à vos frères. Évidemment, il faut opter pour ça. On arrive à la fin de cette cérémonie. Encore mon félicitations pour ce Grand Prix. Jacques voulait nous faire un petit débrief à chaud de tout ce qui vient de se passer. Moi, j'ai encore ressenti d'émotion, j'ai encore ressenti cette solidarité et surtout ce goût de l'avenir où on a envie de se prouver des choses, on a envie de continuer. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions à remettre le Grand Prix déjà à Nicolas, parce que ça symbolise un peu tout ce qu'on aime, hein, l'esprit d'aventure, d'entreprise, l'innovation. Et puis voilà, on est à la recherche de l'excellence, c'est-à-dire qu'on essaie de faire toujours mieux, puis l'année prochaine on fera encore mieux, c'est ce qu'on souhaite. Donc revenez-nous nombreux l'année prochaine, on espère encore beaucoup plus de candidats, et puis on va encore s'émerveiller, on va bien travailler d'ici là. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été si attentifs à cette belle cérémonie. Vous avez pas la petite photo? Je vais inviter les membres du jury et les lauréats primés à me rejoindre sur scène pour une photo de famille officielle avec Vlad. Cet événement est organisé par le syndicat de la presse professionnelle, membre de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée. Ce sont de nombreux experts qui ont été mobilisés sur le projet qu'on veut faire cette cérémonie vitrine de la créativité et de la diversité de la presse professionnelle. Merci aux membres du conseil d'administration SPPro, merci aux 140 candidatures. Faites comme vous voulez, Jean. La scène est la vôtre. Merci à l'ensemble de nos partenaires, le SCFC, Audience, Sweep, Imprimerie, Léonce Décret, la Poste Business Solutions, PLS et Zanabo. Merci aux prestataires mobilisés, aux organisatrices de la soirée, à ma super régie qui a parfaitement suivi ce que je disais. Lauréat et René, vous n'oubliez pas de récupérer vos leçons. Il faut pouvoir récupérer les petits diplômes à la sortie, voilà. Et je me mets sur la photo de famille. Et vous avez bien sûr un cocktail qui vous attend pour qu'on puisse continuer les discussions. Voilà, bien se mettre. Je suis désolée parce que tu as reçu un prix. Voilà. Ça marche. Merci d'être venu.
apprécié, t'es contente?